grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri. Haloud Mauni. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Les grèves à répétition se succèdent depuis plusieurs années dans le secteur de la santé à Bamako. Pourtant, dans une note adressée au président en avril dernier, le chef de service de médecine légale expertise a indiqué que plus de 600 décès ont été enregistrés à l'hôpital du Point G entre janvier et mars 2023. Quelles en sont les causes réelles de cette grogne sociale? Ont-elles une conséquence sur la population? Que réclament les syndicalistes? Ces revendications peuvent-elles être satisfaites par l'État? Comment parvenir à un compromis entre le gouvernement et les grévistes? Autant de questions que nous allons aborder dans notre émission Le Grand Dialogue. Nos invités, Dr Ibrahima Sori Pamanta, secrétaire général du comité syndical de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille à l'hôpital du Point G, Cheikh Abdelkader Fofana de l'association de consommateurs du Mali, ASCOMA. Toutes nos tentatives pour avoir un représentant du ministère de la Santé ou de l'administration hospitalière sont restées vaines. À la présentation, je suis Mrana Kilomaïga, invité auditeurs, téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Docteur Ibrahima, dites-nous, qu'est-ce qui explique ces mouvements de grève à répétition dans nos hôpitaux? Merci à vous de nous avoir donné ce plateau pour exprimer ce dont vous venez de parler, de la problématique des hôpitaux dans le secteur de santé en général. Et ce qui explique ces situations de grève répétées, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une question qui est depuis 3 ans, sinon près de 5 ans que nous perdurons sur cette situation de grève à répétition. Et s'il y a une grogne sociale, c'est qu'il y a un problème. Et les problèmes sont différents. Il y a des problèmes qui sont peut-être d'ordre, on va dire, fonctionnel et des problèmes d'ordre pécuniaire. Et je vous assure déjà, avant qu'on ne commence ce débat, au niveau de Point G, la grogne sociale n'a pas demandé un rond de plus par rapport à nos revendications. Tout ce que nous avions demandé, c'est juste de nous mettre dans nos droits, c'est juste de nous donner la liberté syndicale, c'est juste d'améliorer vraiment le plateau technique en tant que dans le cadre du personnel et dans le cadre aussi de l'équipement. Concrètement, voilà quels sont les points de revendication en un mot? Les points de revendication, ce que je dis, si on essaye de les regrouper, on va les regrouper. Il y a 12 points de revendication, mais on va les regrouper. Le premier point de revendication, c'est vraiment le renforcement de la capacité. Le renforcement de la capacité, c'est de mettre en place vraiment un système qui peut nous donner les moyens de travailler. Les moyens de travailler. Donc, c'est l'équipement. Nous avons vu, par exemple, quand on dit l'équipement, on dit, mais vous avez été doté, il y a beaucoup d'ambulances chez vous. Ce n'est pas de l'ambulance que nous avons besoin. Nous avons besoin d'équipements, quoi? De diagnostics. Et je vous parle aujourd'hui où nous sommes, ça fait près d'un mois que le scanner de Point G est arrêté. Les équipements, il n'y en a pas, et quand ça vient, c'est obsolète. Et c'est ça notre problématique. Donc, aujourd'hui, nous parlons d'équipement. Et nous parlons de capacité en ressources humaines. Et quand vous prenez les ressources humaines, j'essaie de vous donner la pyramide au niveau même de l'hôpital. Niveau médecin, l'exemple le plus patent aujourd'hui, aux urgences de Point G, il n'y a que 2 médecins généralistes, même pas de spécialistes en urgence. Quand un urgentiste se réfère au Point G, il a toutes les chances de recevoir un médecin généraliste. Le monde à l'envers. Quand vous prenez dans certains services, comme par exemple on prend le service de dermato-oncologie où on fait la chimiothérapie, on a un programme aujourd'hui avec les Médecins sans frontières. Sur 17 infirmiers qui font la chimiothérapie, un seul infirmier est pris en charge par l'hôpital ou l'État. Les 16 sont pris dans un programme de MSF et le jour où MSF ferme la porte, c'est fini pour la chimio et c'est arrivé au Point G. L'autre jour, la chimio s'est arrêtée parce que tout simplement, les travailleurs qui ont été pris en compte par rapport à MSF ont décidé de ne pas travailler parce qu'ils n'ont pas un contrat en bonne et due forme. Ils ont abandonné le travail et la chimio était arrêtée. Au lieu de résolver ce problème, on enterre un autre problème encore, on relève un autre problème encore. Au lieu de mettre un contrat en bonne et due forme, on dit non. Tout simplement, le directeur a pris une décision de les mettre tous à la porte et de pouvoir recruter d'autres bénévoles à leur place. Quand nous prenons le service de gynéco-obstétrique, 2 étages, un service de 2 étages, en personnel de surface, les GS, il n'y a qu'un seul GS
pour fonctionner tous les services de gynéco obstétrique. C'est à lui de prendre les malades, c'est à lui de nettoyer, c'est à lui de faire peut-être les petites commissions, mais où est-ce qu'on va? Quand nous disons qu'il n'y a pas de personnel au point G, il faut comprendre. Dans des services où il y a des 28 lits ou bien des 30 lits, il n'y a que des infirmiers. Dans des services d'urgence où on travaille 24 sur 24, il n'y a que 2 médecins généralistes plus le chef de service. Et dans un service où les femmes viennent en état de travail, qui ont besoin d'être pris dans les chariots ou dans les bancards, il n'y a qu'un seul geste. Et vous avez vu votre confrère dans les médias, récemment, paix à son homme qui est décédé, où on a fait, sur les réseaux, c'est en train de circuler. Quand il va dans un service d'hémodialyse, il avait besoin d'une dialyse, il n'a pas pu avoir la dialyse. Et on a demandé un chariot. Et quand il s'est assis sur le chariot s'est caché. On demande un brancard, le service n'en avait pas de brancard. Juste pour prendre le malade. Et ça, c'est inadmissible. Voilà les problématiques. Et nous, notre travail aujourd'hui, nous sommes en train de faire le travail des consommateurs, du peuple, de la population. Sinon, sur toutes les revendications, à part l'injustice que nous avons demandé de corriger. Nous avons un consommateur sur ce plateau. On verra s'il partage le point de vue avec vous. Allez-y, continuez. D'accord. À part l'injustice que nous avons demandé de corriger, à part ce que notre droit que nous avons réclamé, les droits qui existent par rapport aux primes de garde, par rapport aux ristournes. Aujourd'hui où je vous parle, les primes de garde, ça fait 6 mois qu'ils ne sont pas payés au congé. Les ristournes, ça fait 6 mois que les ristournes ne sont pas payées. Et les émoluments de biens appartenant, ça veut dire les enseignants qui sont à la faculté de médecine, mais qui sont mis à la disposition du ministère de la Santé pour venir enseigner et travailler à l'hôpital, l'État les doit une certaine somme d'argent, donc une rémunération qu'on leur donne par mois. Ça fait 9 mois, depuis janvier 2023, aucun bien appartenant n'a reçu un rond. D'accord. Vous avez parlé, vous avez dit que vous avez 12 points de revendication. Ces 12 points de revendication sont sur la table depuis plusieurs années. Est-ce que parmi ces 12 points de revendication, il y a eu des points d'accord? On ne va pas dire qu'il y a eu des points d'accord, mais il y a eu des promesses qui n'ont jamais tenu leur langage. Parce que quand, je ne parle pas de la ministre actuelle, sa prédécesseur, quand elle était venue, elle a dit, moi je vais arrêter les grèves. Qu'est-ce qu'il faut pour arrêter les grèves? On l'a donné sur la table les 12 points de revendication. Premier point, le directeur s'est mis dans la logique de faire muter toute personne qui lui dit non. Pas non en tant que tel. Quel directeur? Qui dénonce. Quel directeur? Le directeur du point G? Oui, l'actuel directeur du point G. Il s'est mis dans la logique de muter toute personne qui lui dit je ne suis pas d'accord et ça, c'est pas bon. Et dans cette logique, il a fait une lettre confidentielle qu'il a écrite au ministre. Et le ministre, sur cette lettre confidentielle, a fait muter en violation de toute loi. On ne peut pas muter non seulement un responsable syndical, de deux, on ne peut pas, pour quelque chose qui concerne quelqu'un, la confidentialité n'est pas pour lui. Lettre confidentielle avec des allégations qui sont fausses et le ministre prend la décision de le muter. Et ce monsieur, je sais quoi, c'est un ingénieur de laboratoire. Du biomédical. C'est un ingénieur qui a été formé par l'hôpital pour venir renforcer la capacité en tant que tel même, en ressources humaines, a été mis simplement au dehors et il est à la maison, ça fait 3 ans. Il ne travaille pas, il n'a même pas de point de chute pour travailler. C'est une perte pour l'État, une perte pour l'hôpital qui a mis de l'argent pour lui, pour le former. Une perte pour lui et dans sa carrière aussi, qui ne peut pas avancer. Il est à la maison, il ne fait rien. Et dans cette même logique, il a tenté de muter d'autres personnes, dont il a fait des lettres confidentielles encore. Malheureusement pour lui, on nous a remis cette lettre de confidentielle et qui porte cette fois-ci sur qui? Sur le secrétaire général adjoint. L'autre, c'est Fousseni Koulibaly qui est le secrétaire général qui est parvenu à muter. Le deuxième, c'est le secrétaire général adjoint qui voulait muter. Et il va jusqu'à faire des allégations pour un médecin neurologue, professeur, un maître de conférence. Il lui dit qu'il n'est même pas neurologue, qu'il ne fait rien, et de fausses allégations pour aller encore monter, dire qu'il est contre la transition. Nous n'avons jamais été contre la transition. D'accord. Vous aurez la parole pour continuer. Nous allons donner la parole à Cheikh Abdelkader Fofana de l'Association de consommateurs du Mali. Des années de grève à répétition. Quelle appréciation les consommateurs font de ces séries de grèves? Merci, M. Miran, pour cette invitation. J'avoue que moi, je risque même de perdre la parole en entendant un certain nombre de choses.
Et ce que je trouve dommage, c'est que l'autre partie n'est pas là. Donc, ce serait très difficile de faire... En tout cas, nous avons contacté... Absolument, vous l'avez bien dit. Et nous aussi, on a tenté de joindre un certain nombre de personnes, mais n'ont pas pu. Bon, moi, je ne saurais comprendre cela. Quand cela ne tienne, je pense qu'on ne va pas s'arrêter là. On est obligé de parler avec ce qu'on a comme témoignage. Et j'avoue que ces grèves, au niveau de la santé, je ne sais pas comment les situer, comment les qualifier. Pour les consommateurs que nous sommes, que eux-mêmes ils sont. Et nous, on est leurs parents. Et qui n'est pas consommateur? Chacun l'est. Celui qui prend des sanctions peut se retrouver devant un médecin un jour. Et donc je pense que c'est difficile à comprendre. Et l'ASCOMA n'a pas de mots. L'ASCOMA n'a pas de mots. Et je ne sais pas, peut-être on peut avoir des pistes de solutions, mais peut-être on peut poser un certain nombre de questions, à savoir, est-ce qu'ils sont passés par la médiation pour ce genre de choses? Est-ce qu'il y a eu la médiation? Et ensuite, vous avez dit une belle phrase que quelqu'un a été muté et il dort à la maison. Donc, il a été muté au repos. Parce que pour moi, dans notre compréhension, quand on te mute, tu changes de service. Tu quittes un service pour aller vers un autre. Mais il a été muté dans un autre service ou pas? Ça fait 3 ans qu'il est à la maison. 3 ans qu'il est à la maison. C'est-à-dire qu'il a été muté à la maison. Mais comment expliquer cela? Et est-ce que ce droit est permis aussi? Est-ce que ça, c'est un droit? Mais est-ce que vous estimez que les revendications qu'il avait énumérées tout de suite sont légitimes? Moi, je crois que les revendications sont légitimes à leur niveau. Il suffit seulement d'avoir un interlocuteur ou un médiateur qui examine ces interlocuteurs. Si nous, on avait eu vent de ces revendications, peut-être on aurait pu voir qu'est-ce qui est là-dedans. Il a commencé à les énumérer. Mais je pense que pour la santé, il n'y a pas de prix. Une revendication d'un médecin, parce que quelqu'un qui te soigne, s'il n'est pas dans un état d'esprit, il va sans dire que ce sera difficile pour lui de travailler. Et si c'est des problèmes de ressources, j'avoue, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important, les ressources. Donc, je regrette encore une fois que l'administration hospitalière ne soit pas venue et que l'État aussi soit absent s'ils sont invités. Mais je crois très bien que ça aurait été bon peut-être de nous rapprocher aussi, au niveau des consommateurs. Parce que à certaines grèves, on a eu à prendre des décisions. On a eu à rencontrer des gens, notamment la grève de Gabriel Touré, il y a longtemps, et ça a même fait qu'un ministre est parti pour ça. Donc je ne pense pas que les consommateurs ont été touchés par ça. Au regard de ces différentes grèves au sein de l'hôpital du Pointe-G, estimez-vous que les droits des patients sont respectés dans ce genre de conditions? Je crois que les droits des patients ne sont pas du tout respectés. Et ce sera difficile pour le patient de l'exiger parce qu'encore faut-il avoir devant toi un médecin. Parce que si le médecin n'est pas là, comme il le dit, si le médecin n'est pas là, ou la qualité demandée n'est pas là, alors je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas vers l'État qu'il faut se tourner maintenant pour essayer de trouver la solution? Moi, je crois qu'en l'État, il faut s'asseoir à table avec toutes les parties impliquées et essayer de trouver une solution. Les consommateurs, on a établi une charte du malade qui existe et que vous devez connaître bien sûr, qui a un certain nombre d'obligations, qui a un certain nombre d'acquis qu'il faut faire. Alors je pense que dans l'établissement de ces trucs, il y a des droits sûrement qu'il a évoqués, qui sont cités là-dedans, mais qui ne ressortent pas ici. Et je ne trouve pas qu'une grève soit inutile si c'est pour une bonne cause, mais il faut aussi penser aux pauvres consommateurs que nous sommes, qui ne pouvons rien contre l'État, entre guillemets, et on ne peut rien aussi contre vous. Ceci aussi peut être entre guillemets. Parce qu'on peut aller à l'extrême, mais pour ce qui est de la santé, il y a un certain nombre de choses qu'on ne doit pas dire et qu'on ne doit pas faire. Je pense que vous avez brossé un tableau triste qui n'est même pas bon à écouter
en dehors du Mali. Je ne sais pas si vous avez vu la solution de Bénin où Patrice Talon est intervenu au moment des grèves. Je crois qu'il a trouvé une solution radicale pour résoudre ce problème. Peut-être nos autorités le savent. Pour les consommateurs, est-ce que les différents acteurs jouent leur rôle? Moi, je crois que l'acteur principal ne joue pas son rôle, c'est l'État. Je crois très bien. Parce que si l'État jouait ce rôle, on ne serait pas là. On ne serait pas là, puisque l'État est le maître de la situation. Vous avez parlé d'une mutation. C'est un droit de l'État ou c'est un droit du directeur? Je ne comprends très bien, parce que vous avez dit que c'est le directeur qui l'a muté. Si c'est le cas, est-ce que lui, il est l'État? Mais si oui, la forme que ça a pris, est-ce que c'est ça? Donc je pense que le consommateur ne comprend pas très bien ces problèmes à répétition depuis bientôt 3 ans ou 5 ans. Est-ce que c'est dû à un État? Les consommateurs ne comprennent pas ces grèves à répétition depuis 5 ans, comme vous l'avez annoncé au début de votre introduction. Avez-vous utilisé d'autres... Vous avez opté pour des séries de grèves, mais est-ce que avez-vous utilisé d'autres options, d'autres voies de recours avant d'entamer ces mouvements de grève? Merci. Et effectivement, c'est tout à fait normal. Quand avant d'aller en grève, ça veut dire qu'on a usé tous les voies, ces moyens pour l'apaisement, pour le dialogue, en tant que tel. Tout a été usé. Avant d'aller en grève, on fait un préavis. Et ce préavis qui a été déposé, l'obligation de l'État est dans les 15 jours qui suivent un préavis, de se réunir avec les gens et de discuter sur les points. Nous pouvons faire ça, nous pouvons faire ça, nous pouvons faire ça. Et à l'issue de ça, on peut avoir un consensus. On va dire la grève n'aura pas lieu parce qu'il y a ça, parce qu'il y a pas ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On est rentré dans un cercle où on parle nous-mêmes, nous disons qu'il y a une immixtion de l'administration dans les affaires syndicales. Parce que quand une administration dit que moi je reconnais un tel et je ne reconnais pas un tel, c'est une faute grave, une violation des textes du syndicat. Ça ne se fait pas. Mais on a vu ici une administration qui dit que vous n'êtes pas reconnu, on ne peut pas vous recevoir. Dieu merci aujourd'hui, tous ces problèmes de bicéphalisme au niveau du Pongé dont on a créé de toutes pièces, on va dire de toutes pièces, sont sortis parce que nous sommes allés à des élections, à des nouvelles élections le 3 août. Et le 3 août, nous avons mis un bureau et un seul bureau. Donc quand on parle de légitime, c'est le même bureau que je reprends. Quand on parle de légalité, c'est le même bureau que je reprends. Et bien avant que nous venons, il y a eu des contacts. L'association de consommateurs, on vous a touché un moment. Peut-être que vous ne vous rappelez pas, parce qu'à un moment, l'affaire est allée jusqu'au niveau de la primature. Nous, au niveau du département, de façon informelle, les gens ont été reçus pour essayer de voir. Avant que l'actuel ministre devienne, l'autre ministre a dit, bon, pour arrêter ça, moi, je vous prends un gage. Votre premier point, c'est quoi? La mutation de Fousseini. Au fait, ce n'est pas le directeur qui mute, mais le directeur qui a fait une lettre confidentielle et demandé au ministre de le muter. C'est des fausses allégations. C'est injuste, elle a reconnu. Ce n'est pas normal, ça ne respecte pas la loi. Et pour cela, moi, je prends tout de suite la décision et Fousseini retourne. On dit 2 points. Vous retournez Fousseini. Vous demandez au directeur de sortir dans des affaires syndicales. Le problème des Pongé, c'est fini. Et vous nous payez nos ristournes et nos gardes à temps. Il n'y a plus de problème au Pongé. On n'a pas demandé qu'un rond de plus. Elle dit, sans sénat, ce que je peux prendre comme décision, je fais la décision de retour de Fousseini. Elle a fait la décision, elle a signé la décision. La décision est signée. Il reste à mettre la date. Aujourd'hui, on est 18h, on ne peut pas mettre la date. Attendons demain, les secrétaires vont venir, vont apposer la date et ils vont apposer les numéros de la décision. En attendant, tenez la copie de la décision. La décision a été donnée à Fousseini pour nous calmer. Le même jour, nous sommes allés faire une assemblée pour dire que, ce soir à la grève, il n'y aura pas de grève parce que nous avons obtenu des points. De 2021 à maintenant, cette décision, le lendemain n'est pas arrivé pour qu'on appose encore la date et la signature, la date et le numéro de cette décision. Et là, sa décision. Mais avez-vous à mesurer les conséquences de ces séries de grèves sur les patients? Oui, on mesure les conséquences de ces séries. Parce que quand on va vers une négociation, on essaie de gérer les problèmes. Dans la négociation, si ça ne parvient pas, le seul moyen pour le syndicaliste, certes, nous sommes des médecins, mais le seul moyen des syndicalistes aussi, c'est d'user ses droits, son droit le plus absolu aussi, d'aller en grève. La conséquence, souvent, on peut attribuer les conséquences à la grève.
la grève peut-être va empêcher les gens de venir à l'hôpital. Ou si peut-être ils vont venir, il y aura peut-être pas autant de médecins qu'il faut. Mais ce qu'il faut reconnaître dans les grèves de la santé, il y a toujours un service minimum assuré. Le service minimum assuré, c'est quoi? C'est que quand dans un service, quelqu'un vient dans un certain état, on est obligé de le prendre. Et le chef de service est là pour gérer ce service minimum. S'il n'est pas là, il y a d'autres médecins du service qui peuvent gérer ce minimum. Le service minimum est assuré pour tous les malades hospitalisés. Ils sont suivis, ils sont traités et leur traitement, il n'y aura pas de discontinuité dans le traitement. Le service minimum aussi est assuré par les urgences. Le service d'urgence ne part jamais en grève. Et mieux nous, ce que nous avons fait au point G, nous avons dit qu'il y a des services sensibles de l'hôpital, lequel la dialyse, qui est sur programmation. Quand il rate ta dialyse, c'est compliqué. Nous avons dit à la dialyse, on ne va pas vous imposer de faire la grève, continuez le travail. L'hémato-oncologie, on fait la chimiothérapie des cancéreux. On a dit que c'est très sensible, on ne peut pas arrêter la chimiothérapie parce que quand on arrête un programme de chimiothérapie, ça va mettre quelqu'un dans un circuit. Continuez à travailler, on ne va pas vous imposer la grève. D'ailleurs, le chef de service de médecine légale et expertise avait annoncé en avril dernier que plus de 600 décès ont été enregistrés dans cet hôpital entre janvier et mars 2023. D'où viennent ces morts? D'où viennent ces morts? Ces morts, c'est lui seul qui peut expliquer ces morts. Et ces morts peuvent être expliquées par l'ensemble de l'hôpital. Je ne suis pas là pour discuter des morts de 600. Peut-être moi, je dirais que si réellement on fait le travail, ce n'est pas que les grèves. Hein. Pas que les grèves. C'est aussi le plateau technique obsolète. C'est le manque réellement de matériel de prise en charge. Quand il y a un malade aux urgences qui vient en urgence au point G, on dit on a besoin d'une TDM tout de suite, il faut qu'il descende pour aller faire la TDM ailleurs, pendant la garde. Quand un malade vient pour être dialysé, on n'a pas le moyen de le dialyser tout de suite. Ce n'est pas que la grève, les 600 morts. Lui, il fait un travail pour alerter l'administration. Attention, nous avons autant de morts. Est-ce que nous ne devrons pas réfléchir qu'est-ce qui cause ces morts-là? Nous devrons peut-être s'asseoir en tant que techniciens avec l'administration pour s'expliquer qu'est-ce qui a fait qu'il y a autant de morts. Peut-être que ça a été minimisé. C'est peut-être si on fait le film des mois avant la grève, c'était pire que ça. Peut-être, j'ai dit, peut-être pire que ça. Mais il alerte parce que c'est son service, c'est sa façon de travailler. Il est obligé de dire, attention, il y a autant de morts, il y a tant de morts, il y a tant de morts. Qu'est-ce que nous devrons changer dans nos comportements ou dans nos manières de travail? Ou qu'est-ce que nous avons besoin comme matériel pour pouvoir mieux prendre en charge pour qu'on ait tant de morts, moins de morts? Ou qu'est-ce que la population doit faire pour éviter cela? Parce que ça part aussi, c'est le système de référence. Si le système de référence traîne, ça peut créer les morts. Et au point G, c'est une structure où, quand ça ne va pas, tout le monde envoie. Et il va de soi qu'on ait plus de morts que tout le monde. D'accord. Comment comprenez-vous tant de morts dans des services de santé où les patients partent pour avoir la santé? Et ça veut dire que notre système de santé est malade, est très gravement malade. Sinon, ça ne s'explique pas. Ce que vous avez dit, c'est vrai, c'est des pistes, c'est des trucs à noter. Mais là, quelque part, il faut que l'État s'assume. Parce que sans un effort de l'État, je ne pense pas qu'il soit possible de résoudre toutes les solutions. Hier, j'étais au point G. C'est vrai, vous avez parlé d'ambulances. J'en ai vu plein. Je me suis dit, mais autant d'ambulances dans un hôpital, je pense que c'est les ambulances qui doivent amener les malades. Mais s'il y a autant d'ambulances ici, ça veut dire quoi? Et point G n'évacue pas, mais point G reçoit. Donc j'étais un peu étonné. Quand vous avez parlé d'équipement, j'ai compris. Il y a aussi des problèmes d'équipement qui sont très importants, le plateau technique. Et peut-être vous ne l'avez pas cité, mais le niveau aussi de formation, vous avez parlé au début, je suis resté aussi un peu pensif par rapport au nombre de médecins qui assistent. Et je crois que c'est vraiment très délicat. Seulement ce que je peux leur reprocher, c'est le niveau de... Parce que quand il y a un dialogue, pour que ça ne soit pas un monologue, il faut associer d'autres acteurs. Et c'est vrai que nous, on a été associés, mais nous, on a pris le taureau par la corne il y a longtemps. On a rencontré à son temps le Premier ministre pour ces questions de santé, ces questions de grève. Mais j'avoue qu'au-delà de ça, il n'y a pas de consultation entre nous, entre syndicalistes et consommateurs. Je ne parle pas de l'État d'abord. Il y a des étapes, si on est au courant, on peut essayer d'imaginer des choses. La preuve, je l'ai appelé par hasard, je ne sais pas qui venait à l'émission. Je lui ai posé un certain nombre de questions. Il a répondu à mes questions.
Mais si j'avais ces informations avant, peut-être on aurait pu trouver aussi une solution. Il va sans dire que pour aussi penser à diminuer ce taux de grève, il faut savoir que vous n'êtes pas seul. Que ceux qui sont intéressés, qui sont les consommateurs, pas nous seulement, il y a plusieurs consommateurs, il y a aussi des associations de consommateurs. Mais le contexte actuel du pays est-il indiqué pour ces revendications syndicales? Le contexte actuel du pays n'est peut-être pas demandé pour ces revendications. Mais il a dit une revendication extrêmement importante. C'est le plateau technique. Le plateau technique est extrêmement important. S'il n'est pas à point, on est obligé de revendiquer. Si tu ne regardes pas, tu as des malades, tu auras plus de morts encore. Il a parlé de la dialyse, c'est extrêmement important. Il a parlé du nombre de personnes aussi, c'est extrêmement important. Il a parlé aussi du niveau de formation. Je pense que c'est important, mais un aspect auquel il n'a pas touché, est-ce que ce n'est pas les cliniques privées aussi qui font que la grève perpétue? C'est-à-dire, est-ce que cet absentéisme ou cette envie d'aller en grève ne cache pas quelque chose? La possibilité de faire fonctionner les services privés. Je ne sais pas, je l'ai dit entre autres, mais je pense que c'est extrêmement important d'en parler. Parce que c'est pas Point G, oui c'est vrai, mais ce n'est pas tout le monde qui sent que les Point G sont en grève depuis plus de 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas. Mais je crois que c'est bon d'en parler aussi de ces aspects. D'accord. Alors, comment et avec qui les syndicalistes doivent-ils dialoguer, selon vous? Alors, les syndicalistes doivent dialoguer avec toutes les parties, notamment les consommateurs. Les consommateurs qui sont les premiers concernés par la santé, qui sont eux-mêmes, qui ont aussi des alliances ou des compétences au niveau de l'État. On n'est pas État, en général. Parce que chez nous, les consommateurs, si on a un problème, on consulte quelqu'un qui a même de trouver la solution et on apporte la solution. Donc on a des facilités de rencontrer l'État, d'échanger sur des choses qui peuvent pas être faciles pour les syndicalistes qui est d'abord indexé. C'est des gens qu'ils connaissent et là c'est difficile. Alors si les consommateurs sont concernés, je pense que la solution ne serait pas aussi grave que ça. Moi aussi, l'aspect que je vois, c'est j'ai étudié dans une école d'architecture, ma spécialisation, il y en a 20 en France. Et dans les 20 écoles d'architecture, il n'y a pas un seul directeur qui soit architecte. Il n'y en a pas sur les 20. Il n'y a pas un seul, ou qui soit ingénieur. Ils sont tous à même de gérer une structure. C'est-à-dire le directeur de mon école d'architecture sait que dans 3 ans, j'aurai besoin de tel nombre de profs, ceux-ci vont à la retraite, j'ai besoin de tel matériel. Alors, je ne sais pas si c'est le cas au niveau du Point G, mais lors d'un truc sur la santé, on a expliqué ce souci, qu'il faut mettre les directeurs d'hôpitaux, pas forcément des médecins. Parce que si vous mettez un cardiologue dans un service, il va se dire que la cardiologie va plus prospérer que d'autres. Donc je ne dis pas que c'est le cas ici, mais je pense que c'est très important que ces aspects aussi soient examinés. Mais le dialogue quand même c'est bon entre les parties. Le consommateur souhaite comprendre ces séries de grèves ont-elles de lien avec les privés? Je reprends sa question. Oui, je comprends la question. Sa préoccupation du monde. Non, je comprends la question, je vous comprends. Et puis c'est souvent ce qu'on entend ci et là. Peut-être qu'on fait la grève pour faire marcher le privé. Ce que je vous rassure, quand tu es dans un centre hospitalo-universitaire, ton souci, ce n'est pas le privé. Ton souci, c'est que tu t'es donné le gage de faire de la recherche. Tu t'es donné l'envie d'enseigner, l'envie de transmettre. C'est ce qui amène les gens dans les CHU. Pour opter à être enseignant-chercheur, c'est ce qui nous amène dans les CHU. Si c'est le privé, les gens allaient totalement aller au privé. Mais ne pas penser qu'aujourd'hui, c'est le privé qui fait que les grèves sont en train de persister dans les hôpitaux. Non. Nous, on a envie de travailler et de rester à l'hôpital. Travailler à l'hôpital. Les cliniques, c'est l'État qui l'a dit. C'est l'État qui a mis ça. L'État dit, si tu finis ton travail à l'hôpital, après la descente, tu peux aller faire le privé. Je suis contre et je dénonce toujours tout médecin fonctionnaire
ou contractuel de l'État qui travaille dans le privé aux aires de travail, il doit être condamné. Et nous condamnons cela. Mais ce que la loi a dit, on ne peut pas interdire aux gens. Mais ne dit pas, il ne faut pas aussi penser que c'est à cause des cliniques que nous allons. L'hôpital universitaire est au-dessus de cela. D'accord. Vos revendications ont des coûts. Est-ce que vous avez estimé ce coût-là? Peut-être. Nos revendications n'ont aucun coût. Le coût, c'est-à-dire toutes nos revendications, on ne va pas dire qu'il y a un coût direct qu'il faut demander pour le médecin. Il n'y en a pas. Tout à fait normal quand tu travailles que tu demandes quand même les moyens de travailler. C'est à l'État de dire les moyens, comme il l'a dit. C'est-à-dire si on va vers les directeurs, ce n'est pas forcément un médecin. Comme ça s'est fait au temps. Mais estimez-vous que l'État peut supporter le coût de ses engagements? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que ça a deux niveaux. Hein. Ça a deux niveaux. Quelque part, on discute, on dit peut-être que nous sommes emprisonnés, le directeur est emprisonné. Et c'est ça, tout ça qu'il faut revoir aujourd'hui au niveau des hôpitaux. Peut-être que je vais faire un peu, arranger un peu les directeurs. Parce que, qu'est-ce qu'on se rend compte? Prenez le scanner quand il s'arrête pour question de film. On a une rupture de film. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez-y chercher un film. Mais l'hôpital ne peut pas payer le film partout. Il va aller payer le film à la PPM. Donc, il y a un contrat-plan qui lui lie, aller chercher chez quelqu'un. Mais tu ne peux pas aller chercher sur le marché. Et ça peut prendre 3 mois, 6 mois. Donc, il y a des contrats-plans qu'on fait dans l'administration qui ne marchent pas totalement dans l'hôpital, qu'il faut changer. Mais même si cela arrivait à changer, il faut que nous aussi, on change. Parce que nous aussi, en tant que gestionnaire, il faut qu'on change. C'est au Pongé que nous avons vu le clientélisme des gens qui sautent d'une catégorie à une autre. On ne peut pas être catégorie E. Tu sautes de la catégorie E, tu te retrouves en catégorie C, en sautant le D, sans formation, sans aucune. Nous avons vu au Pongé, et c'est ce que nous dénonçons. Nous dénonçons vraiment de la mauvaise gestion. Nous dénonçons en quelque sorte le manque d'équipement, le manque de personnel, et nous dénonçons aussi le piétinement des droits des travailleurs. Et tout ça là, nous n'avons pas demandé un rond de plus pour nous-mêmes. Mais nous avons demandé pour la population et nous avons demandé qu'on nous mette dans nos droits. Et je vous assure, imaginez des travailleurs qui pendant 6 ans ont cotisé pour avoir un petit lopin de terrain pour pouvoir construire. Et cet ensemble de travailleurs, jusqu'à présent, il y a 146 travailleurs qui n'ont pas eu un terre, ça fait plus de 10 ans maintenant. On les a pris de l'argent. L'argent est parti. Ils n'ont pas les terres, ils n'ont pas leur argent. Et tous les jours, on les baratine, allez-y ici, allez-y là, allez-y. Il y a certains qui sont morts et d'autres qui sont à la retraite. C'est inadmissible. Mais si on s'assoit avec l'État, nous avons dit qu'on peut avoir les moyens de négociation. Aujourd'hui, les logements sociaux sont en train de chômer partout, qui ne sont pas occupés. Pourquoi ces travailleurs, que l'État qui s'est engagé d'une manière, parce que c'est le directeur qui s'est engagé avec le syndicat d'antan, qui se sont engagés à soutirer cet argent de ces gens et les donner. Et s'ils ne sont pas parvenus, l'État peut gérer ça autrement. On peut trouver le moyen de gérer. Ce n'est pas que l'État mette de l'argent, mais dans ce plan de socialisation, de logements sociaux, pourquoi ne pas appeler ces gens, dire, prenez le logement social, on va enlever ce que vous avez donné et le reste vous payez. Tout ça, c'est des ébauches de solutions. Mais le problème est qu'il n'y a pas de dialogue. Et nous estimons peut-être, nous croyons, qu'avec la nouvelle ministre, qui nous a laissé dans le cadre informel, qu'elle va ouvrir très bientôt le dialogue. Nous espérons, hein, et pour que vraiment tous ces problèmes de Pongé de Gabriel Touré s'arrêtent, ça n'a que durer. D'accord. En répondant à une de mes questions au début de ce débat, vous avez dit qu'il y a eu des promesses, qu'il n'y a pas eu d'accord, mais il y a eu des promesses. Ces promesses ont été tenues par qui? Par l'État ou par l'administration hospitalière? L'administration hospitalière aujourd'hui ne peut même pas nous tenir une promesse parce que tellement qu'elle a créé des problèmes que les problèmes l'ont dépassé. La promesse qu'elle peut nous tenir, c'est de nous payer nos primes de garde et nos ristournes à temps. Pendant 3 mois, il y a des gens qui n'ont pas de travail, qui n'ont d'autres ressources que la garde. Mais 3 mois arrivés, ils n'ont aucun rond. Aujourd'hui, ça fait 6 mois que ces gens attendent l'argent parce qu'ils ont gardé, ils n'ont pas d'autres ressources. C'est ça la promesse de l'administration. Il s'était tenu un moment de pouvoir régler ce problème. Ça n'est pas... Au niveau de l'administration... Mais qu'est-ce qui bloque selon vous? Qu'est-ce qui bloque? Mais on ne peut pas savoir. Les ristournes, je vais vous expliquer les ristournes, c'est quoi. Ça ne doit même pas bloquer les ristournes. Les ristournes, nous avons travaillé pendant 3 mois. Tout ce que nous avons eu comme argent pendant 3 mois,
Voilà les dépenses, voilà les 30% qui sont mis à côté et c'est ce qui est redistribué parmi nous pour qu'on puisse motiver les gens. Est-ce que cet argent doit manquer? En fin de 3 mois, normalement, cet argent est là-bas. Mais qu'est-ce qu'on fait? On prend cet argent, on le réutilise autrement et on a des difficultés à payer cet argent après. Au niveau de l'administration, en tant que tel, des autorités, plutôt des autorités, on nous a fait plier la grève. Maintes fois, chaque fois on doit arrêter la grève, on arrête, on va régler le problème, ça n'a jamais été réglé. Il y a des cas où on nous a dit que dans 48 heures, tout va être réglé. Et ces 48 heures, ça fait aujourd'hui 4 ou 5 mois que ce n'est pas réglé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a espoir que ces grèves cessent au niveau de l'hôpital du Point G? L'espoir, on peut avoir toujours l'espoir. Aujourd'hui, qu'on a le consommateur devant nous qui comprend quand même notre situation d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, si l'administration comprend qu'aujourd'hui, qu'il y a de réels problèmes au Point G, qu'aujourd'hui, au Point G, là où nous sommes, il n'y a pas de scanner possible au Point G, et si l'État comprend tout ça, je pense qu'il est temps qu'on s'assoie pour mettre vraiment les cartes sur table et voir qu'est-ce qu'on peut dire. Et c'est la seule ébauche pour nous d'arrêter ces grèves. Et de surplus aujourd'hui, au lieu de nous donner même notre prime, on nous ôte nos primes. L'État a décidé pour une prime depuis plus de 20 ans qu'on nous donne une prime de fonction spéciale des médecins pour les bioappartenants. Il a ôté 40 000 francs, 41 000 francs comme ça, dans le salaire de tous les bioappartenants depuis 2 ou 3 mois maintenant. D'accord. Cheikh, l'État peut-il supporter les coûts de revendication des syndicalistes? Et moi, je crois que l'État peut supporter. L'État ne manque jamais d'argent, contrairement à ce que les gens pensent. Si l'État veut, il peut. Mais qu'est-ce qui explique ce mutisme des autorités? Alors, je crois que c'est un problème de mésentente. C'est-à-dire c'est un problème de manque de dialogue. Ou c'est un problème souvent d'homme. Ça, on n'en parle pas assez. Mais l'homme peut être souvent à la base de ça. On ne le dit pas assez, mais c'est fréquent sur nous. Lui, il ne peut pas être là, il est là, etc. Il y a beaucoup de choses qui font ça. Mais je pense que si l'État veut résoudre un problème financier, il est à même de le faire. Si c'est dans le domaine de la santé, je suis sûr que ça peut être fait sans aucun problème. D'abord, il y a des partenaires. Je parle de Covid. Le problème a été résolu par l'État. L'État n'avait pas un rond. Si c'est un problème de santé, ça ne doit jamais poser de problème. Surtout pour les mots dont il a parlé. Mais je reste un peu dubitatif sur sa réponse par rapport au privé. Je ne dis pas que le privé est pour quelque chose dans les grèves. Mais je serais difficilement convaincu que la prolifération des privés et le fait que beaucoup de gens se ruent avec les privés, vers les privés, les consommateurs qui ont les moyens, prouve à suffisance que certaines revendications seront difficilement prises en charge. Prises en charge pour la simple raison que celui qui te reçoit dans la fonction publique, dans les hôpitaux, c'est lui-même qui a une clinique privée. Et là, c'est difficile de résoudre le problème. Je ne dis pas que c'est ça là, le problème, mais c'est sûr que ça y est pour quelque chose. Parce qu'avant ça, il n'y avait pas ça. Ensuite, il y a un mot que tu as prononcé, c'est les bioappartenants. Je pense que c'est un problème aussi qui a suscité pas mal de choses au niveau de la santé. Les gens qui sont... peut-être qu'il serait mieux pour expliquer un bioappartenant, mais j'avoue que tu n'en as pas parlé. Est-ce que ce n'est pas aussi une cause? Non, dans ce cas de figure, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir. Les cliniques, oui. C'est une grave faute pour un médecin fonctionnaire de faire une clinique. Ça ne se doit pas. Et ça, c'est la responsabilité de l'État. C'est la responsabilité de l'État. Quand vous voyez un fonctionnaire qui est promoteur d'une clinique, vous devrez tout de suite le sanctionner. Et l'ordre même doit le sanctionner. Donc ça ne relève pas de nous. Et la prolifération de ces cliniques, c'est tout à fait normal qu'il y ait une prolifération de cliniques. Imaginez le Point G, aujourd'hui le Chachi, aujourd'hui le Point G, l'université, chaque année fait sortir combien de médecins? Il y a des milliers de promotions chaque année qui rentrent et qui sortent des centaines de médecins. Mais l'État en recrute combien? Si on recrute 20, 30, 40, c'est bon. Et le reste, ils font combien? Ils sont obligés d'aller faire dans le privé. Et c'est pour ça que vous allez voir des cabinets, des cliniques, ce n'est pas des fonctionnaires seulement. Et la plupart ne sont pas des fonctionnaires. Moi, je dirais qu'il n'y a même pas de fonctionnaires qui puissent faire une clinique. Ce n'est pas normal. Donc, s'il y a autant de cliniques, c'est que ce sont ces mêmes médecins qui n'ont jamais été employés par l'État, qui n'ont pas eu une autre issue, qui ont fait des privés. Maintenant, quand tu as une expertise, tu as besoin, peut-être que tu as besoin d'un rhumatologue, tu as besoin d'un gynéco, tu n'es pas gynéco,
Ah, tu dis ma clinique est disponible. Le gynéco peut aller travailler en dehors des heures de travail. En dehors des heures de travail. D'accord. Maintenant, par rapport aux bioappartenants, là, c'est très simple. Les bioappartenants, ce n'est pas des médecins qui sont normalement à l'hôpital. C'est des enseignants de la faculté de médecine, de l'université. Ils appartiennent à l'université. Ils appartiennent au ministère de l'enseignement supérieur. Maintenant, comme ils appartiennent au ministère de l'enseignement supérieur, ils doivent enseigner ou faire de la recherche en tant que tel même à l'enseignement supérieur. Maintenant, on les amène dans l'hôpital pour faire un autre travail en dehors de l'enseignement. Ce travail, c'est de soigner des gens. Ce travail, c'est de faire de la recherche. C'est d'encadrer les étudiants qui sont venus. C'est pour cela qu'on leur donne ce rôle de bioappartenant, comme écrit hospitalo et universitaire. Hôpital et université en même temps. Donc l'État a décidé de lui donner un certain avantage, le fait qu'il fait ce d'autres travail. C'est pour ça qu'on appelle des bioappartenants et les émoluments sont donnés en tant que tel. D'accord. Comment parvenir dans ce cas de figure à un compromis entre le gouvernement et les syndicalistes? Pour nous, la solution reste s'asseoir et discuter face à face. Tous les partenaires impliqués dans ça. Et là, je vous assure que nous, de notre côté, on usera de tous les moyens pour essayer de faire des propositions, d'amener les gens à une entente. Parce que sinon, ce n'est pas possible, puisqu'on le fait pour le consommateur. Et c'est ce que le consommateur veut, le consommateur que vous êtes, que nous sommes, qui n'est pas contre les cliniques privées. On n'est pas contre les cliniques privées. J'ai dit partout, est-ce que c'est les grèves n'arrangent pas les cliniques privées? C'est ce que j'ai dit, sinon je ne suis pas contre. Je suis dans le privé, je n'ai jamais travaillé pour l'État. D'accord. C'est indispensable. Dans vos propos, vous avez dit qu'il y a eu l'ancienne ministre qui a été chez vous. Est-ce qu'il y a eu des dialogues? Est-ce qu'il y a des dialogues entre vous et l'État? En dehors de cette visite du ministre qui avait promis de mettre fin à la grève. Non, mais il n'y a pas eu de dialogue. D'abord, je dis de façon formelle. Mais on a une petite porte qui est ouverte au niveau du département. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, au point G, compte tenu de tout ce qu'ils nous ont fait comme largesse un peu depuis que la ministre est venue, nous avons décidé de suspendre la grève. Et la grève a été suspendue. Depuis 2 semaines au point G, nous ne sommes pas en grève, nous sommes en train de travailler. Aujourd'hui, nous avons fait une assemblée générale et cette assemblée générale a décidé encore de continuer sur cette lancée et d'ouvrir vraiment le dialogue pour qu'on s'entende sur des points. Merci. Donc nous aussi, le dialogue reste vraiment notre cheval de bataille pour résoudre ces problèmes-là. Estimez-vous que cela va permettre en tout cas aux autorités de revenir sur la table de négociation, le fait de suspendre votre mouvement de grève? Quand quelqu'un veut t'aider, tu dois l'aider. Nous, on dirait comme ça. On a aujourd'hui aidé l'État et l'administration hospitalière de pouvoir mettre bas à terre et de faire travailler les gens. L'hôpital du Point G souffre. Aujourd'hui où je vous parle, aucun contracteur de l'hôpital n'a été payé. Nous, on a été payés en retard avec des coupes de salaire. Le moment où on a décidé même de faire la trêve, c'est en ce moment que le directeur a décidé de couper nos salaires. Et aujourd'hui, les contracteurs n'ont même pas été payés. Donc, nous pensons que cela va pouvoir pousser les gens à faire ce dialogue. Et aujourd'hui, on se rend compte au point G, quand on fait la différence, on sait que le travail est là et que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. En 30 secondes, est-ce avec cette trêve au niveau de l'hôpital du point G, l'espoir est-il permis? Je crois que l'espoir est permis. L'espoir est permis et par rapport au dégel qu'il vient de dire, et qu'il n'oublie pas d'associer tous les acteurs qui sont à même d'apporter quelque chose. C'est très important. Ainsi se referme ce grand dialogue. En tout cas, merci à nos invités. Nous parlions de la grogne sociale, des arrêts de travail sans cesse dans le domaine de la santé. Et nous étions avec Dr Ibrahima Souri, secrétaire général du syndicat de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille à l'hôpital du Point G, et Cheikh Abdelkader Fofana de l'association de consommateurs du Mali ASCOMA. Et je le dis et je répète, nous avons toutes nos tentatives pour avoir un représentant du ministère ou de l'administration hospitalière sont restées vaines. Ce débat vous a été présenté par Imrana Kilo Maïga avec une coordination de Mariam Maïga, à la régie vidéo Salim Biouara, mise en onde de Ibrahim Sanogo. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.